Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focal, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut à toutes et à tous. On est très heureux de faire ce premier épisode de notre podcast Double Focal sur Avatar. Et donc du coup, là c'est notre premier épisode pilote, on va dire. Et avec l'arrivée d'Avatar 3, du coup on s'est dit on allait revenir sur Avatar 1 et 2 qu'on a revu. Le deuxième, toi tu l'avais jamais vu, donc c'était l'occasion en C'était or. l'occasion de le redécouvrir. Et alerte spoiler, j'ai pleuré comme une madeleine Ah oui, pour le 2. pour le deuxième. Et donc, on a vraiment, vraiment hâte d'aller voir le troisième volet. Alors, est-ce que tu peux quand même nous rappeler le synopsis de Avatar 1? Alors, il a presque 20 ans. Ah oui, c'est vrai, 2009. Ça. Donc du coup de James Cameron, donc on le présente plus. Terminator, Aliens, Titanic, Abyss, True Lies, True Lies. J'en oublie un, je suis sûr. ça va revenir, c'est Bon, pas c'est pas grave. grave. Et donc du coup, Avatar, ça parlait de quoi? Donc du coup de Jack Sully, un ancien marine paralysé qui infiltre les navis de Pandora grâce à un avatar biologique. Il tombe amoureux de Neytiri, découvre la culture Navi et devient leur défenseur contre l'armée humaine venue piller la planète. Donc en résumé, c'est le synopsis que les gens retiennent le plus, c'est généralement Pocahontas dans l'espace. Ils aiment bien dire ça pour du coup un peu descendre le film, mais en vrai, je trouve que c'est justement la force d'Avatar, c'est d'avoir justement l'histoire des premiers colons aux États-Unis, euh, mais où on échange le nouveau monde du coup de l'Amérique par une nouvelle planète, et du coup de faire un peu un truc inversé où du Un coup pied de ça va nez. être le, le colon qui va finir par euh, découvrir un monde beaucoup plus porté sur la nature et beaucoup plus connecté à leurs émotions et qui du coup va vouloir rejoindre euh, bah, ce monde et Il du va en coup tomber rejeter un peu amoureux. celui des colonisateurs et du coup c'est un mélange entre voilà, Danse avec les loups et, et Pocahontas à la sauce science-fiction. Mais là où beaucoup trouvent que c'est un défaut, moi j'ai toujours trouvé que c'était justement une force, que j'aime vraiment l'idée que ce soit euh, une version vraiment science-fiction d'un mythe fondateur un peu universel, et c'est pas pour rien qu'il a presque atteint les 3 milliards au box-office, parce que je pense que c'est une histoire qui connecte tout de suite les gens au film, et même si ça peut être considéré comme une histoire simple, c'est sûr elle est simple, efficace, c'est pas une histoire d'une complexité énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en, en hors-champ ou, ou derrière qui le rendent euh, impactant émotionnellement. Je pense que c'est pas pour rien que des gens vont voir le film, y retournent, etc. Et et qu'il a eu le succès qu'il a eu, quoi. Euh, et voilà. Et toi, déjà dit pour l'un, est-ce Pour que le tu en as 1, pensé? donc je l'avais vu à sa sortie il y a presque 20 ans. J'avais quelques bribes qui me restaient. Et je suis très contente de l'avoir revu bon, là, il y a quoi? Il y a 2 semaines? En sachant que tu as vu la version longue que tu n'avais jamais vue. Donc tu as vu 16 minutes en plus, qui ont pas dû changer fondamentalement ton Ah, visionnage, peut-être, mais ouais. qui ont peut-être développé un peu plus l'histoire, ce que tu n'avais pas eu à Ouais, l'époque. notamment l'école Ou le tout début où on voit un monde type Blade Runner, qui montre vraiment que la Terre est surpeuplée, C'était polluée, c'était etc. pas Non, c'était pas dans le... il le Ah, décrivait, mais tu voyais pas Jake Sully dans son fauteuil roulant d'accord. qui se bat dans le bar et qui traverse la rue, qui En tout cas, je me souvenais de sous les néons, etc. quelques bribes. J'avais gardé en tête, je ne sais pas pourquoi, certains passages où il se filmait en train de se faire son journal de bord. Je l'avais Ouais, le gardé débriefing. pendant 20 ans en tête, le débriefing, je ne sais pas pourquoi. Et je suis très contente de l'avoir revu. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais pas vu le deuxième à l'époque quand il est sorti il y a 4 ou 5 ans. Je me rappelais pas en fait de la densité de l'univers. Et là, en le revoyant, ça m'a complètement frappée, ça m'a énormément émue. Zoé Saldana est juste incroyable dedans. Enfin, il y a une émotion, une richesse dans l'univers que j'avais oubliée. Et c'est vrai que quand La Voix de l'eau est sortie il y a quelques années, le deuxième volet, j'avais pas cherché à le voir. Voilà. Et
Alors que quand il y a 2 semaines, on a revu le 1er volet, j'avais envie que d'une chose, c'est de voir le deuxième et de voir le troisième. Tellement j'ai été happée par l'univers, par les personnages, par leur culture, par tout, quoi. Donc j'ai été vraiment happée par le premier volet. Et le deuxième volet, du coup, Attends, attends, attends. tu On va pas trop veux, vite. je ne vais pas Le trop 1, vite. est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Dans le un, Tu qu'est-ce trouves qu'il qu'on a a bien à vieilli du coup, dire? par rapport à ce que tu en avais comme souvenir, 2009? Alors, il a plutôt bien vieilli. Parce que moi, je suis encore bluffé par certains passages. Il y en a Les certains effets qui ont l'air un peu spéciaux, plus ouais. type cinématique de jeux vidéo, type PlayStation, etc. Mais il y a des passages, vraiment, c'est photoréaliste et c'est incroyable Mm. avec cette texture-là. Et puis au-delà de ça, la mise en scène, plus que de la motion capture, c'est de la performance capture qui a vraiment pour but de capter du coup le jeu des acteurs. C'est pour ça que c'est pas juste un film d'animation, c'est au-delà, c'est vraiment les performances des acteurs, de Sam Worthington, de Zoe Saldana et le reste du casting qui sont vraiment mis à l'honneur et qui du coup a réussi à retranscrire comme ça leurs émotions Mm. de manière si forte que bah, c'est pour ça, je pense que ça a touché aussi autant les spectateurs à l'époque, et encore plus avec le 2 pour le côté photoréaliste. Et c'est vrai que quand tu regardes le 1 comme le 2, mais surtout le 2 et j'imagine encore plus le 3, tu achètes tout de suite cet univers parce que tu remets jamais en question, parce que tu n'as pas l'impression de voir des, des, des animations de Mhm. personnages, enfin des personnages animés, tu as l'impression de voir, tel un reportage, des pionniers qui seraient allés sur une autre planète et qui filmeraient du coup des vrais aliens qui mettent en scène pour faire un film, par exemple. Mm. Bon, c'est un peu extrapolé, mais c'est dans l'idée, c'est ça, c'est ce côté ultra immersif. C'est pour ça que quand on dit que oui, que le film a peut-être un scénario un peu basique, etc., en fait, au-delà de ça, c'est l'un des rares films qui arrive à t'immerger dans une planète euh, inconnue, donc du coup inventée, où tu as vraiment ce côté ultra immersif d'être dedans comme si c'était palpable. Tu, Mm. tu as même les mouvements de caméra qui sont souvent des micro-plans séquences à 360 degrés où James Cameron bouge sa caméra dans le sens qu'il veut parce que du coup, il le fait dans des studios où ils font de la performance capture justement. Et du coup, il y a pas ce côté aussi académique d'un cinéma qui aurait un côté très avec des plans fixes, avec des champs contre champs, ultra classique. La caméra elle devient aérienne Mm. tout en restant terrestre parce qu'elle veut rester quand même réaliste, comme si c'était un caméraman qui pourrait porter une caméra. Donc du coup, il y a un peu un côté Steadicam, genre caméra portée à l'épaule. Euh, T'as des zooms des fois, quand il y a dans la bataille, des fois, tu as un zoom comme ça, comme si c'était le caméraman qui avait zoomé pour une action parce qu'il Mm. voit un navire qui est en train d'exploser un des vaisseaux des, de la RDA, etc. Et du coup, il y a ce côté, voilà, caméra à l'épaule, donc très documentariste presque, euh, mais intégré dans un univers Mm. science-fiction. Et c'est vrai que cette immersion, c'est un peu ça qui fait que je suis d'accord qu'il y a d'autres films de science-fiction, Dune, Star Wars, etc., qui t'ancrent Mm. aussi sur d'autres planètes, mais j'ai pas autant le sentiment quand je regarde Dune, tu vois, j'ai pas autant D'avoir le cette sentiment immersion. d'être dans la chaleur, par exemple, de Arrakis avec Timothée Chalamet, etc., même si c'est incroyable aussi, c'est pas, le but c'est pas de dénigrer de ça, mais il y a vraiment ce côté ultra immersif qui passe Mm. vraiment par Mm. par l'immersion de la manière de filmer de James Mm. Cameron, plus encore que simplement notre réel. Qui fait que qu'Avatar a une mise en scène ultra viscérale et, et moi qui m'a toujours impacté, et j'ai jamais compris euh, pourquoi on le voyait pas, à quel point c'était vraiment une mise en scène puissante Enfin, je te rejoins à 1000%. Et peut-être une scène qui moi, m'a vraiment touchée et qui fait qu'à un moment donné, on voit plus que c'est de l'image. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est de l'image de synthèse, mais on voit plus que c'est de l'animation ou des Mhm, effets spéciaux. C'est notamment à la fin d'Avatar 2, notamment la scène d'enterrement. mhm. Et, notamment, enfin, Zoé Saldana qui est, mais enfin, c'est comme si à la fin, c'était elle, c'était plus la Navi, c'était plus Neytiri. Et j'avais vraiment l'impression de l'avoir elle, tellement il y avait une émotion qui parcourait son visage, la posture qu'elle avait. C'est
ça s'effaçait en fait devant moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme s'il y avait une fusion presque C'est entre ça. l'acteur et Et son son personnage personnage, numérique. exactement. Et du coup, ça fait presque une analogie avec justement le fait que ce soit des acteurs donc qui ont plein de, de boules de captation sur eux, tu sais, pour le visage, etc., quand ils sont en train d'être filmés. Et les personnages qui, dans le Mm, film, rentrent dans des cabines pour devenir des mm. avatars Il y de a une mise Navi. en abîme en fait. C'est une mise en abîme Tout à fait, ouais. assez. Ce qui est d'autant plus ressenti dans le 2 quand tu as carrément Sigourney Weaver qui enlace le personnage ah, j'ai oublié son nom, de la petite Kerry, c'est ça. La Tilly. Kelly, qui du coup est jouée par Sigourney Weaver, qui joue une sorte d'ado Navi, et du coup elle enlace son personnage numérique. Mm, Donc du coup tu as le côté humain de Sigourney Weaver et le côté numérique, CGI du coup, de Sigourney Weaver, et du coup c'est comme une sorte de symbiose, et mm, c'est vraiment représenté magistralement à ce moment-là, quoi. mm. Et voilà, donc autant le dire, oui, Avatar, je suis plutôt client. Même De... fanatique. Bah, pas fanatique, c'est un film que j'aime bien défendre parce que je trouve qu'il est souvent descendu, et je pense qu'il est beaucoup plus profond que ce qu'il en a l'air, quoi. Non, non, ça a très très bien vieilli. Les passages quand ils sont avec les oiseaux, enfin ce, ce- cet arbre maison est très bien fait. Non, j'ai rien à dire. C'est au contraire, je pense qu'il m'a émue parce que j'avais pas l'impression de voir des effets spéciaux devant moi. Et plus pour l'histoire, par exemple, qui est souvent le défaut pour beaucoup de gens. Quand ils citent Avatar, ils font c'est très beau, mais ouais, ça casse pas trop patin un canard. C'est genre euh, comme si le film n'était bien, qu'il avait son succès uniquement parce que c'était époustouflant pour l'univers, pour les effets spéciaux, etc. Bon, le scénario, moi, je l'ai trouvé très bien. Il y a du... C'est prenant. Il y a une phase de découverte. Il y a tout un univers qui est ultra crédible. Euh, Enfin, moi, j'ai rien à reprocher au scénario. Il n'y a rien à jeter pour moi. Ah, Il est, il est pas si simple, au contraire. Il y a quand même beaucoup de personnages. Oui, c'est Donc, vrai on que peut pas dire que dans un même scénario s'il est dure simple presque 3 heures, quand il y a autant de personnages. c'est vrai qu'ils ont une équipe ils sont moins 5-6, ils sont tous plus ou C'est moins ça, attachants. Même Robert Rodriguez, qu'on voit moins, qui est la pilote, au final, t'étais très Michel, attaché. ça dit J'ai dit quoi? Ah Robert. oui, pardon. Oui, Michel Rodriguez. Non, Robert Alors Rodriguez. j'étais très contente de la voir, Michelle Rodriguez. C'est une actrice que j'aime bien sa gueule, j'aime bien les personnages qu'elle fait. Et non, c'est Michelle, pas Ouais, non, c'est Robert. pas le réalisateur de Desperado et de Sin Mais City. non, au contraire, je trouve ça chouette. C'est quand même un film où il y a plein de personnages, où chaque personnage a quand même sa propre psychologie. Évidemment, Sigourney Weaver a un rôle très, très sympa dedans. C'est quand même un film où il y a plein de personnages qui ont leur propre psychologie, où on découvre toute une culture qui est inventée de toutes pièces, mais quand même on arrive à développer la Et culture. si je faisais l'avocat du diable, je dirais que l'univers de James Cameron, c'est quand même T'es un peu les animaux de la planète Terre, t'es pas avec un peu crédible. de fluo Pas et... du tout. Non, le rapport à la nature, la manière dont ils se connectent à la nature, dont ils se connectent entre eux avec la tresse, je trouve que c'est une symbolique forte. Après, il y a des références à de la culture du monde entier. Ça reste aussi inspiré de cultures actuelles ou anciennes. Mais il a réussi à en faire quelque chose de crédible, une histoire qui quand même tient carrément la route, et on ne s'ennuie pas une seconde, et c'est ultra dense. Ah, c'est Donc, ça qui est... Ouais, c'est sur ça que je voudrais rebondir, c'est le fait que on peut pas dire qu'un film est mal écrit quand 3 heures de film, bon, il fait pas 3 heures, il fait 2h50, mais quand un film aussi long passe comme une enveloppe à la poste, c'est quelque part, c'est que c'est super bien écrit, tu vois, c'est pas possible qu'un truc bien écrit, ce soit aussi facile à regarder. C'est là que les gens ne réalisent pas, je trouve, enfin les détracteurs, euh, ne réalise pas à quel point c'est pas une chose aisée, même si tu as fait un scénario qui est simple, mais qui n'est pas forcément basique pour autant, ou simpliste. Mais oui, la structure, c'est une structure narrative ultra, ultra répandue. oui, c'est un film à la fois d'aventure et de guerre avec, on va dire, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, qui s'affrontent, et les gentils veulent rester chez eux. En soi, la structure narrative, mais comme
on pourrait faire le parallèle dans beaucoup de livres, hein, Complètement. ou dans plein d'autres films. C'est pas innovant dans sa structure narrative, mais en fait, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est dans la mise en scène, dans la rupture technologique que c'était à l'époque, dans le foisonnement des personnages, la densité de la culture qu'il propose et même du monde qu'il propose. Donc c'est... Enfin voilà, je trouve que c'est un film qui est super marquant et le revoir aujourd'hui en fin 2025 euh, avec le message écologique qu'il y avait déjà il y a 20 ans et alors qu'on est voilà, dans une dans des problématiques écologiques qui finalement ont pas tant que ça évolué en 20 ans, on se dit bon, que ça remet un peu certaines choses en place. Oui, surtout que c'est un projet qu'il a en tête depuis Mm, 30 ans ou plus. mm, Euh, à la Cinémathèque, quand il y avait l'expo sur James Cameron, on voyait les dessins qu'il faisait de ses premiers navis. Il avait fait vraiment mm, quand il était sur le tournage de ses premiers films, et c'est un projet qu'il avait en tête depuis des années, qu'il n'arrivait pas à faire parce que les moyens techniques ne le permettaient pas. mm, Et il me semble que c'est avec les expérimentations de Peter Jackson, avec Gollum mm, dans Le Seigneur des Anneaux, qu'ils ont commencé à se dire, ah bon, bah, là on commence à avoir des personnages en image de synthèse en mm, 3D qui sont convaincants et qui peuvent émouvoir les personnages, mm, enfin les spectateurs. Et, et après, au-delà de ça, c'est surtout James Cameron, là où il ne faut pas minimiser non plus, c'est que beaucoup de gens disent que Avatar n'a pas laissé d'empreinte dans la pop culture parce qu'il n'y a pas autant de produits dérivés qu'un Star Wars ou qu'un Seigneur des Anneaux ou autre, mais, ou Harry Potter, surtout Harry Potter qui a énormément de produits dérivés. Mais euh, en fait son influence, elle n'est pas tellement dans son univers finalement, c'est dans toutes les technologies qu'il a apportées pour les faire et aussi dans des visuels ou dans tout un tas de choses. Il y a plein de films qui ont été faits après parce qu'Avatar a existé en fait. mm, Et c'était ça aussi avant avec Terminator. Quand il a fait Terminator, on mm. se rend pas compte, mais à l'époque, Ah oui, on était super t'étais ce pas né, film, hein. mais Terminator, c'était un film fauché, quoi. Ils filmaient dans les rues. Ils avaient pas les autorisations pour filmer dans la rue, donc ils le faisaient en commando. euh, et, et tu vois le film aujourd'hui qui a pas vieilli, enfin Mm, qui est impressionnant, et c'est ça pour chaque film. À chaque fois, il met la barre un peu plus haut dans l'expérimentation cinématographique. Et James Cameron, c'est un explorateur du cinéma, de la même manière que dans la vraie vie, il avait laissé entre mm, Titanic et Avatar d'ailleurs, et True Lies, je crois, il y a eu au moins 10 ans où il tournait pas de film, et il est juste allé dans les fonds marins pour faire des documentaires, mm, pour aller voir le Titanic, pour voir la fosse des Marias. Tel un pionnier aussi du cinéma, c'est un gars qui dépose tout un tas de brevets pour des caméras, pour des systèmes, des technologies pour filmer, et qui font en fait que, à partir du moment où il fait ses films, du coup il invente des technologies qui vont être utilisées pour d'autres films par la suite. Et donc en fait, il ouvre la voie. Il a toujours fait ça depuis Terminator, avec Aliens, ensuite avec Abyss, avec Titanic. Il y a presque une Euh, démarche scientifique au final, Bah, ce qui qu'on va très retrouve bien avec aussi son côté, dans certains sujets de ces films. oui, aussi dans sa vie à côté, où il est explorateur des fonds marins, où il dit en fait, il y a vraiment un parallèle, un ping-pong entre Mm. côté technologique, scientifique qu'il apporte, Qu'il réintègre réintègre dans ses films. Et dans ses films et dans son art. Le truc qui est marrant avec James Cameron, c'est que par exemple, euh, sur la majorité des plateaux de tournage, un réalisateur, bon, il a sa fonction, et il y a chaque poste de travail qui sait ce qu'il fait dans son travail, qui est expert dans son domaine, que ce soit costumier, directeur de la photographie, sound designer, etc. Mais sur un tournage d'Avatar, James Cameron est toujours limite le plus performant de toutes les personnes sur le plateau. C'est-à-dire que tout le monde doit se mettre un peu à son niveau parce que c'est un réalisateur qui touche tellement à tout qu'en fait il est toujours plus performant que le moindre technicien de son film. Du coup, ça pousse tous les techniciens à se pousser encore plus loin, ce qui des fois peut être un peu pour le pire comme le meilleur, parce que du coup, pour des films comme Abyss, etc., il a poussé un peu à bout un peu tous ses acteurs. C'était un peu sa période un peu tyrannique, on va dire, qu'il y avait aussi sur Titanic. Et depuis, c'est beaucoup assagi, et maintenant, on sent que ses tournages sont beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus posés et apaisés de ça. Mais du coup, ouais, c'est difficile du coup de se dire que le réalisateur, toutes les fonctions, il les maîtrise en fait, de A à Z. Et c'est aussi pour ça qu'il y a, quand tu vas à la Cinémathèque par exemple pour son expo, bah, tous les storyboards, c'est lui qui les a fait. Mm. Et même en tant qu'illustrateur, dessinateur, Ouais. il est C'est un, meilleur que la majorité des. c'est un génie, quoi.
Bah, Là, ce que tu au vrai décris, sens c'est du un terme, mais génie du après, voilà, il cinéma. sera résumé à le gars qui fait Pocahontas dans l'espace ou les Schtroumpfs dans l'espace. Et bon, du coup, voilà, c'est un peu réducteur parce que du coup, En tout cas, c'est. on comprend pourquoi tu l'admires tant. Il y a un côté très technique et en même temps très sensible chez lui. Et aussi, il porte des causes, je le redis, écologiques, mais aussi féministes, hein. Enfin, ces personnages féminins, Bon, ça, ouais, ça a toujours c'est été des... depuis Sarah Ripley Ah, dans mais Aliens, franchement, ces personnages féminins, c'est des modèles. Enfin, et puis, Sarah Connor dans Terminator 1 et et 2. puis encore une fois, les navis, c'est pas des gentils béni oui oui, hein. Ça reste un peuple de Bah, guerriers. pour l'instant, dans le 1, on pourrait dire que ça reste quand même plus ou moins manichéen. Mais Oh justement, ce qui est bah. intéressant, c'est, on va voir justement avec la trilogie, parce que pour l'instant, le 4 et le 5 ne sont pas encore confirmés, ça dépend de la réussite du 3. Le 3 a l'air de, justement, d'après les bandes annonces, de montrer enfin Un la peu plus face noir. noire des navis, parce que du coup, on va avoir des antagonistes qui seront des navis en plus des humains. Ce qui fait que, du coup, la fameuse nuance qu'on disait, qui était peut-être moins présente dans le 1, va peut-être arriver dans le 2 Oui, mais encore une fois, et le 3. ça Ouais. reste un peuple de guerriers. Dans le 2, ben, on va en parler après, mais c'est pas non plus toujours tout blanc chez certains personnages, où ils ressentent de la colère, où ils se battent, ce sont des guerriers. Et ça reste quand même une psychologie très dense. Donc, encore une fois, enfin, moi j'ai jamais trop entendu de détracteurs, mais parce que Ah oui, non, peut-être mais moi j'écoute j'entends moins tout de le temps, quoi. podcasts que Ah, toi. les gens, à chaque fois, Avatar, ils aiment bien s'en moquer, hein. Mais en tout C'est cas, genre, je c'est suis. Pocahontas dans l'espace. Ah non. Alors Bon. qu'en vrai, même si c'était ça, genre, je trouve pas que ce soit un problème. Moi, Hmm. je trouve ça marrant, justement. Je trouve ça Après, trop bien de voir un truc euh, un mythe qui est terrestre, qui est ancré en nous, qu'on transpose dans de la hmm. science-fiction. Et qu'on inverse aussi. Bah, tu pourrais en parler mais, dans un autre podcast, mais par rapport à Dune, j'imagine qu'il y aurait tellement de parallèles à faire avec des conflits euh, actuels qu'on a vécu. Mais bon, là, je m'égare. Non, mais Hmm. Dune, c'est un peu pareil, c'est une retranscription en science-fiction de, de Laurence d'Arabie ou de tout un tas de choses. Et c'est passionnant pour ça. Quand tu as Hmm. quand t'as des, des genres en fait qui se rencontrent. C'est Hmm. comme Avatar, c'est un western. Techniquement, c'est un western science-fiction. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien. Même la fin, le duel avec Quaritch dans son mecha, je veux dire, il te met une scène d'affrontement entre cow-boys amérindiens, natifs américains, avec des mechas Ouais, ouais, qui ouais. se battent contre des aliens, quoi. Oui, C'est incroyable. Genre, c'est sûr qu'il y a un mélange des genres qui est très intéressant. Mais moi, ça me fait penser aussi à Alien et Aliens, justement. ah oui, oui, Aliens, c'est à la fin où il y a ah le bah, la mecha scène aussi. mythique de quatrième acte, que le film qui ne finit pas, qui a toujours un acte, ça Ouais, ça, c'est j'en le truc pouvais plus. de James Cameron. Mais bon, on en parlera dans un autre On en podcast parlera peut-être une un autre jour fois. d'Alien. Moi, Aliens, je le défends autant que le premier. C'est... Après, oui, voilà, c'est sûr que le scénario, d'une certaine manière, il est, c'est sûr, un petit peu manichéen, même si tu disais que bon, les navis sont pas des êtres parfaits, des béni comme tu disais. Mm. Même dans le 2 on voit qu'ils ils peuvent harceler les enfants des Sully d'une certaine manière, mais bon, il y a quand même un côté, on va pas se mentir, quand même assez manichéen avec le côté les humains méchants qui viennent détruire la planète et les navis indiens qui se font opprimer, etc. Et en vrai, ça n'a rien non plus d'illogique, vu que de toute façon, c'est ce qui arrive aussi avec, par exemple, les tribus en Amazonie qui voient leur village se faire raser pour que des sociétés ou des entreprises exploitent leurs terres ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de nuances, en tout cas dans le 1, avec justement des personnages comme Quaritch qui auraient pu dire que la Terre se meurt et que du coup ils n'ont pas le choix de faire ça, ils ont besoin des denrées de la planète et que Mm. du coup c'est pas aussi simple et qui aurait créé peut-être un peu plus d'ambivalence, on va dire, dans les Mm. personnages. Parce que là, du coup, euh, c'est comme s'il y avait un rejet total de la planète Terre, des êtres humains qui valent pas la peine de vivre et que du coup, la seule voie viable, c'est les navis sur la planète Pandora. Mais après, je pense que ça aurait trop Ça complexifié aurait le peut-être film complexifié le scénario. C'est vrai et c'est ce qui fait que. qu'il aurait pas marché aussi bien parce que justement, ça aurait été Mm. trop compliqué, quoi. Mm. Donc, je C'est comprends vrai aussi. que maintenant que tu le dis, j'avais pas forcément vu cet aspect. Euh, c'est peut-être aussi lié que la version de ce que tu m'as raconté, hein, la version au cinéma n'intègre pas toute la première
partie de la version longue du film où on voit la planète Terre qui est un peu en mode Blade Runner. Mhm. Et donc, dans la version longue, on voit une société quand même assez violente, très polluée, hyper urbanisée. Il n'y a pas un seul arbre. Voilà, c'est Mais du c'est vraiment béton, du béton, du une béton. planète ville, en gros, C'est à la cyberpunk Blade ou... Runner, à la Coruscant de Star Wars. Enfin, voilà, on retrouve un peu cet esprit-là. Et c'est vrai qu'il y aurait pu avoir parmi les humains ou même les scientifiques qui travaillent sur Pandora, cette idée de se dire, même Pandora peut-être aussi une sorte de voie de sortie. Mhm. Or là, tout de suite, on a une vision, je vais dire le mot très capitaliste, de la démarche des terriens sur Pandora, où dans le premier opus, ils veulent chercher absolument une ressource pour l'énergie. Et dans le deuxième opus, c'est une sorte de sérum qui provient des Tulkun qui permet d'avoir la longévité. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, pour le coup, il y a un côté très, effectivement, manichéen, quoi. C'est les méchants terriens de l'autre, même s'il y a quelques personnages terriens qui sont super sympas, et Mhm. notamment Grace, jouée par Sigourney Weaver, et les Na'vi qui sont connectés à leur terre. Mais, Mais euh, ouais, mais mais après, c'est encore vrai une que fois, c'est parce qu'on en parle là. oui, mais Sur le après, on coup, verra en avec le 3 voyant le justement, film, c'est là qu'on va voir si ça change de paradigme avec les navis qui sont négatifs et qui sont mauvais et qui vont peut-être s'allier avec Quaritch, etc. Donc du coup, la nuance, on va peut-être la voir justement avec le 3, ce mm, qui fera que rétrospectivement, quand on reverra le 1, avec Quaritch qui est soi-disant un peu cliché, etc., bah, peut-être qu'avec le développement de la saga, du coup on mm, dira, bah non, en fait c'est un personnage intéressant qui du coup a vraiment évolué au fur et à mm, mesure des épisodes, donc ça reste en work in progress, on va dire. et Donc, nous, on n'aura que 3 jours à attendre pour le savoir. bah, ça dépend quand est-ce qu'on le poste. Mais bref, c'est un autre sujet. Alors, on passe du coup au deuxième volet, Au deuxième, ouais. qui m'a fait beaucoup, beaucoup pleurer. Alors, c'est plus Bah, du tout la même ambiance. oui, là, en fait, tu veux commencer ou je commence pour, Comme tu veux. Moi, bah, je vas-y, serais tu peux capable commencer d'en le. parler 30 minutes à moi toute seule. Donc, C'est pour ça que je sais que tu vas faire un tunnel. Bah, si tu veux, on lit le résumé. Alors, allez, je te laisse lire pour alors, te donner un Avatar, peu la parole. La Voix de l'eau, donc du coup, sorti en 2022. Donc, il est quand même assez récent. Ça va être la première fois justement qu'il y a deux avatars qui sortent aussi proches, entre le 2 et le 3. Et c'est là où il y a un enjeu sur est-ce que le 3, les gens vont avoir envie d'aller le voir de la même manière que pour le 2, ce qui va faire autant en termes de succès. Parce que pour l'instant, le box-office, donc dans le top 5, il y a 3 films de James Cameron. Dans le Donc, il y a box-office mondial. Donc Avatar. Avatar, Titanic et Avatar 2. D'accord. Donc c'est la prouesse de James Cameron à chaque fois. Donc, alors, Avatar, la voix de l'eau. Alors, Jack et Neytiri se réfugient auprès du clan aquatique des Matkaïana pour protéger leurs enfants. Entre conflits internes, rites d'intégration et nouvelles menaces humaines, la famille Sully doit rester unie dans un monde en mutation. Et je pourrais rajouter aussi que le retour de Quaritch, Le méchant du 1. la némésis de Jake Sully, euh, qui revient, mais justement qui va revenir avec peut-être un peu de nuance. Je trouve que du coup, on Ouais, va voir ce qui ouais, va se passer avec le 3, ouais. mais du coup, c'est en ça que c'est intéressant. Mm. Alors, ce qu'on Et n'a pas dit encore aux auditeurs, enfin, je pense qu'ils l'auront compris dans ton résumé, c'est que Jake et Neytiri ont eu des enfants. Et ils oui, ont adopté des enfants. Donc, ils ont 3 enfants, si j'ai bien compté, qui est né de euh, leur union, oui. 2 garçons, une fille. Mhm. Donc ils sont hybrides entre de vrais avatars, de Mm, vrais navis et des navis avatars. voilà. Et donc, ils ont des particularités physiques. Et on sait, par ces particularités physiques, que ce ne sont pas des navis natifs. Oui, en l'occurrence les Le 5 nombre de doigts. doigts. Et voilà. Et après la quatrième enfant La quatrième enfant, c'est la fille de Grace. qui était Sigourney Weaver, le personnage de Sigourney Weaver Voilà. dans le premier. Et alors, il y a un mystère sur qui est le père Ouais, de... c'est là que commencent pour Voilà. moi les problèmes avec ce deuxième opus, mais j'en parlerai plus précisément après. Bah, tu en parleras après. Et ensuite, ils ont aussi adopté là un humain qui est Spider, qui est un enfant qui a dû rester sur la planète Pandora au moment où... Oui, ils expliquent qu'en gros,
En gros, pour Tous repartir, les les humains, enfants, ils ouais. rentrent dans des caissons cryogéniques, pour pas voir le temps défiler parce qu'en fait, ils mettent des centaines, peut-être des milliers d'années pour, Mmh. traverser, donc ils ont besoin d'être cryogénisés pour, Mmh. j'ai exagéré, c'est peut-être pas des centaines d'années, mais plusieurs années en tout cas pour rentrer sur Terre. Et les Et donc du enfants peuvent coup, pas. voilà, apparemment un bébé ne pourrait pas être cryogénisé. Bon, je sais pas selon quoi, heu, ils ont défini ça, mais bon, En tout admettons, cas, c'est c'est un parti pris et pourquoi pas, en tout cas, ça, c'est crédible dans le cas de l'univers mmh, d'Avatar. Et donc, Jake et Neytiri sont obligés de fuir la forêt, puisque les humains reviennent avec la volonté de les attaquer et de tuer Jake Sully tout simplement. Donc ils décident de fuir et d'aller retrouver les peuples de l'eau, qui leur donnent refuge. Mais tout ne se passe pas comme prévu. voilà. Et donc ils ont du mal à s'intégrer et ils se font quand même attaquer. Mais du coup, bah, peut-être en fait, il faut mieux que tu commences, bon, on alternera, mais du coup, Ouais. sur, ton ressenti sur le 1 sur le deuxième justement, par rapport au premier. Eh bien, alors, il y a beaucoup de ressemblances avec le premier, dans le sens où finalement c'est bah, la famille Sully qui découvre une culture euh, qui lui est étrangère, donc la culture de l'eau. Eux, c'est la culture de la forêt, la tribu de la forêt. Et là, ils découvrent la culture de l'eau avec une tribu qui a des particularités physiques qu'ils n'ont pas. Ils peuvent rester des heures et des heures sous l'eau sans respirer. Ils ont des poignets et des jambes beaucoup plus Oui, des sortes de épaisses pour palmes, pouvoir, voilà. Ils ont des mains et des pieds un peu palmés. Ils sont un peu plus verts, avec des yeux bleus. Donc voilà, ils ont des particularités physiques et petit à petit, on découvre leur culture, donc un peu comme le premier. Et bon, on pourrait dire que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le parce qu'il soleil. y a à nouveau, oui, une phase d'apprentissage où il y a bien Voilà. presque 1 heure de film où on redécouvre cet univers, à le réapprivoiser en gros. Mais c'est fait sous le regard des enfants, avec la psychologie des enfants. Donc il y a Note qui est la plus petite, alors qu'on voit pas trop. C'est, on va dire, elle m'a beaucoup fait Ah, moi, penser à l'enfant dans Aliens. je me lancerai pas dans le nom des personnages parce que vraiment, c'est un truc d'ailleurs qui est souvent reproché. Ils disent qu'au final, on retient pas les noms des Alors moi, personnages d'Avatar. Mais il y en a trois des enfants, enfin quatre si on compte Spider, et l'aîné que j'arrive pas à voir, c'est Eitana, terrible, je crois, j'arrive pas à Neitana, les je retenir, crois, hein. Là, pour le Eitana. coup, Alors je donne raison aux détracteurs. C'est vrai que j'arrive pas à l'aîné retenir les. qui est beaucoup plus, bah, en fait, c'est le fils du chef finalement. Il a été d'une certaine manière élevé et il a l'esprit de celui qui va finalement prendre la succession de son père. Loak qui est Ah voilà, beaucoup Locke, ouais. plus fougueux. C'est le Vincent Cassel Alors c'est rebelle. vrai que ouais, il ressemble un peu à Vincent Cassel par moment. Et Thierry, ou Thierry, qui Terry. est la fille de Grace, qui a un côté mélancolique. Alors moi, Ben, un côté rien que mystique. mystique, mélancolique, contemplatif, moi, elle m'a énormément touchée. Rien que d'en parler, je suis encore émue. Je trouve que ce qui était, ce qui est magnifique en fait dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des moments où la mise en scène épouse la manière dont le personnage voit le monde autour de lui. Je ne sais Mhm. pas si je me Oui, non, fais entendre. je vois. C'est comme si de manière très subtile, la caméra et la mise en scène épousaient le point de vue du personnage. Et à un moment donné, tu vois à travers les yeux de Tilly, avec son côté nostalgique, contemplatif, déprimé, dépressif par moments. Tu vois avec les yeux de Loak qui se sent complètement rejeté, paria, jamais à la hauteur. Et, euh, et pour ça, je trouve que ça m'émeut énormément parce il y a énormément de ressentis et d'émotions. C'est un film beaucoup plus triste aussi, beaucoup plus noir, beaucoup plus. Tu sens Sully fatigué. Il a le regard triste. Il a l'air beaucoup plus maigre aussi que dans le premier volet. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce qu'il a maigri l'acteur principal. Ouais, je fais Mais tu attention. les sens fatigués, tu les sens presque dépassés, tu les Mm. sens comme s'il y avait tout le poids qui tombait sur leurs Bah, tu épaules. vois, j'ai l'impression que c'est rien comparé à ce que ça va être dans le 3. À mon avis, c'est le 3 qui va vraiment être Oh là là. l'épisode dark. Ah bah, je crois que je vais prendre 3 paquets de mouchoirs à l'avance parce que Parce que déjà le deuxième, j'ai beaucoup pleuré, alors le troisième, mais du coup, tu dirais que tu l'as préféré au premier. en fait, ils sont finalement assez différents dans leurs propos. Dans le premier, il y a un côté euh, très optimiste.
c'est l'espoir, on tombe amoureux de cette planète. Il y a un côté très enjoué et enthousiaste. Dans le deuxième, il est à la fois triste et lumineux. Euh, je sais pas, c'est comme si on avait intégré cette famille. Et j'arriverai pas à les comparer. Moi, je n'arrive pas à noter des trucs Non, qui moi sont pour je moi note pas différents. non plus, Je mais pense qu'il m'a peut-être malgré tout plus touché le deuxième, dans ce qu'il propose en termes de palette émotionnelle. mhm. Euh, En fait, la famille permet d'avoir une sorte de cocon ouais, émotionnel beaucoup plus fort que dans le premier, même si on est attaché à l'équipe mm, dans le premier. Mais pour autant, tu vois, moi je suis un peu embêté avec le deuxième par rapport au premier. Là, ce sera la troisième fois que je le vois. Et le 2, je trouve quand même, c'est beaucoup moins. Il est beaucoup moins, je sais pas, évident, où il y a trop de boursouflures par-ci par-là, il y a des trous de scénario qu'il n'y avait pas dans le 1, comme quoi, par il y a des exemple, moi, j'en ai facilités pas vu. d'écriture. Bah, par exemple, tu vois, quand ils attaquent le bateau sur la fin, enfin le bateau, Ouais, le navire, tu as toute la tribu qui est avec eux, la tribu de l'eau, ouais, qui font sur le navire pour les affronter, etc., parce qu'ils veulent aussi sauver leur fille qui est sur le bateau. ouais, Et en fait, ils disparaissent complètement du récit. Tu les ouais, vois plus. Tu les ouais, vois absolument plus, ils c'est ont vrai. disparu. Alors apparemment, il y a une scène coupée où il les renvoie au village et tout, mais tu vois, c'est, ça c'est un exemple. Le Quarry, Ça m'a pas trop, excuse-moi de te couper, oui, ça c'est vrai m'a que si pas on trop peut ne pas y faire choqué. attention, mais avec le Ça, recul, ouais, ça m'a pas trop choqué parce que euh, bon, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a ce petit. Mais sur le coup, ça m'a pas trop choqué parce qu'à partir du moment où la fille des Meti Kaya est sauvée, je pense qu'en fait, c'est oui, comme mais si justement, ils le sont peuple déjà se plus là retrouve. bien Mais ils avant. sont plus là, Mais il n'y a pas effectivement. que ça, il y a plein de redondances. Il y a quand le fils retourne voir je sais pas, le Tulkun, tu sais, il y va plein de fois, mais je sais pas, il y a des sortes de répétitions. C'est comme si ça faisait du Mm. surplace un peu à des moments. Les enfants, ils sont capturés 3 fois dans le film. Tu vois, il y a un côté un peu de répétition comme ça. Le Mm. début, il y a beaucoup de couleuvres avalées quand même. Allez, le personnage de Sigourney Weaver, elle a eu un enfant, mais on sait pas, on met un mystère. Alors peut-être que ça va s'épaissir après avec. Non, s'épaissir, ça va se résoudre avec le troisième Mm. épisode. Quaritch, c'est vrai que c'est un peu facile, on va dire, le système de on a gardé en mémoire. Et en Ah, fait, moi j'ai tout acheté. et là, tu as le personnage de Giovanni Ribisi qui, déjà dans le 1, il disait voilà pourquoi on est là. C'est grâce à ce petit morceau je sais plus, de quartz. Enfin Ouais, euh, ouais. et là, voilà pourquoi vous êtes en vie. Ouais. C'est parce que machin. Et tu dis bon, normalement, James Cameron, il explique pas autant les choses, il a confiance en ses images pour que le spectateur comprenne les choses, il fait des trucs simples, et ses films, ça va droit au but, tu te poses pas autant de questions. Et dans le 2, j'ai l'impression qu'il doit un peu plus ramer. Bon, là, je cherche des petits défauts, hein, je pinaille, parce que sinon, il est incroyable, et je défends toujours, tu vois, mais c'est vrai que je peux comprendre même que le 2, moi je trouve qu'il est pas aussi limpide que le premier. Et Mm. paradoxalement, le premier, tu vois, les gens disent ouais, c'est juste pour Pocahontas dans l'espace, machin, blablabla. Bah, au final, le premier, Oui, il est c'est une parfait. flèche, quoi. Le truc, Il est parfait. il y a pas de boursouflure, et éventuellement, la version longue est peut-être alourdie, peut-être. Enfin, non, d'un côté, elle a rajouté des scènes, donc on comprenait un peu mieux ce monde, mais je pense que le premier, tu regarderais la version au cinéma qui a du coup un quart d'heure en moins, c'est tout aussi efficace, et même Mm. limite plus efficace, tu vois. Et il a su couper justement des scènes qui n'avaient pas besoin. Et le 2 justement, je trouve qu'il a un côté un peu plus. En fait, je pense que le 1, il se suffit à lui-même. Ça pourrait être un film tout seul, tu vois, Avatar. Et en fait, à partir du moment où Avatar 1, c'est devenu un tel succès, où il a gagné énormément de spectateurs et de fans, enfin, en tout cas de notoriété, et qu'il est parti sur faire sa saga, et ben du coup, c'est comme si le 2, il avait dû recommencer un peu zéro. Parce que du coup, il doit réintroduire tous les personnages qui est la famille. Il s'est dit, ben maintenant, moi, ma saga sera un truc familial. Donc du coup, Mm. le 2, ça devient un peu un bis, tu vois. Il est obligé de recommencer, en fait. Et le 3 sera vraiment la vraie suite de Avatar 2. Alors Mm. qu'Avatar 1, c'est un peu son prologue qui se suffit à lui-même. Mm. Et il n'a pas besoin en fait du 2 et du Oui, 3. je Et vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai tout acheté au deuxième, c'est-à-dire que... Alors, c'est vrai qu'on a fait un arrêt sur image quand on a parlé ah oui, bah de justement, l'enfant de Grace, parce que je me dis, mais c'est what? j'ai bien compris ce que je venais Il d'entendre. faut savoir que le 2 et le 3, normalement, ça devait être un seul et unique film. Mais du coup, de toute évidence, c'était trop long pour tout ce qu'il voulait raconter. Donc c'est pour ça que Ouais. ça s'est découpé. Et normalement, il y a un 4 et un 5 qui doit.
qui doivent suivre si le 3 fonctionne. Mais je trouve que le fait de voir ce nouveau monde, donc le monde de l'eau, le peuple de l'eau, avec les yeux des enfants, et avec leurs différentes psychologies, hein, parce que Jake Sully, il est juste parfait, hein, dans le premier volet, il est incroyable et tout. Les enfants, ils font des bêtises, ils se mettent toujours dans des histoires pas possibles, ils sont tellement soudés qu'ils n'arrivent pas à se... Voilà, ils s'entraînent tous dans leurs bêtises. Et je trouve que ça a apporté une émotion mais hyper touchante et Mmh. hyper universelle. Bah, On peut tous se retrouver ou retrouver dans cette enfin, famille, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos neveux, nièces dedans. Et c'est ça qui fait que c'est super touchant. Et surtout, une fin, moi, je ne m'y attendais pas. Bon, il y a un personnage qui meurt et je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Et voilà, c'est beaucoup plus triste et sans concession qu'on pourrait croire. je pense, ouais, du coup, le 2 c'est presque une introduction au 3. Mm. C'est comme s'il devait, réintroduire tous ces Ouais, personnages comme s'il avait été surpris de son et propre succès. mais je pense, qu'à long terme, une fois qu'on aura toute la saga, c'est possible que le 2 soit finalement le plus mineur et que ça sera juste celui Ouais, qui introduit les personnages peut-être. et que du coup, ce sera une sorte de film de transition parce que, justement, même la bataille, sur l'eau, au final, elle a moins d'ampleur que celle du 1, tu vois? Genre, dans le 1, il y a vraiment Le c'est un dans les oui, airs, dans la sur forêt, l'ampleur, heu, enfin, mais c'est je sais ouais, ouais. Non, tu mais vois? je comprends ce que Vraiment le tu 1, veux il a un dire. côté, Il y a peut-être moins c'est d'ampleur, su même si quand même, il y en a, mais je ah mais moi avant, la sortie de La Voix de l'eau, moi j'imaginais vraiment qu'il allait y avoir des affrontements très en profondeur. Je pensais déjà même que toute la ville, là, ça allait être sous l'eau, mais après il faut pas mettre ses attentes, par mmh, rapport à ce que le film est. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais vraiment que ça serait une bataille, et du coup on l'a pas eu et c'est peut-être non, il y a pas de souci, mais ouais, peut-être ça sera pour plus tard, ça sera peut-être dans le 3 et je pense justement le 2 mmh, a un côté plus transitionnel, mmh. et oui, du coup Quaritch, Ouais, quoi, peut-être pour revenir à ce que tu as dit, mmh, je tu as certainement raison sur le fait qu'il y a un côté, transition, mais parce qu'aussi en 20 ans, il s'est passé, beaucoup de choses, au niveau aussi du rapport de la Terre avec Pandora et au niveau technologique, etc. Et on sent qu'effectivement, il y a un côté, même les humains se préparent à quelque chose. Ils ont fondé presque une mégalopole en un an grâce à de nouveaux robots. Voilà, on sent qu'ils se préparent à quelque chose. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément fait attention à ça en regardant le film, mais j'adhère à ton point de vue, le bah, je côté pense que ouais, le transition. 3 c'est pour ça Mm. que ça donne très envie parce qu'à mon avis le 3 plus là, dans une interview récemment, il a dit que si ça marchait pas, donc du coup, ça serait une 3e fois que je le dis, mais Donc, il continuerait pas forcément le 4 et le donc il 5. faut aller au cinéma. Mais il a dit, qu'avec le 3 ça clôturait plus ou moins, une Ouais, trilogie. C'est-à-dire que le ouais. 4 et le 5 ça pourrait, être un prolongement, Mm, mais qu'il a quand même pensé que ça pourrait donc ça montre à quel point le 3 il a un enjeu assez grand de mm, il a il avait aussi dit, par le passé, mais en fait, il parle beaucoup, James Cameron. Étonnamment, il y a même des fois des révélations qu'il faisait qui étaient très étonnants parce qu'on se dit: «Mais spoil pas tes films». Mais du coup, je sais pas si c'est une envie pour lui de tu sais, de stimuler les lecteurs, les spectateurs par rapport à ça. Parce ça qu'il se- il avait même teasé le fait que dans le 4, Neytiri irait sur la planète Terre. Donc Ah ouais. donc Mais une pourquoi tu me planète l'as dit? polluée. Non, mais justement, il dit des trucs comme ça, mais on sait pas. Enfin, je C'est c'est très vrai. étrange, mais en vrai, tu vois, moi, ça stimule quand même mon envie. Je me dis: «Mais qu'est-ce Mm, qui pourrait justifier ça?» Parce que ouais. après du coup, les navis pourraient être, prisonniers, sont envoyés sur Terre, qui doit être une planète à la Mm, Blade Runner ultra polluée et cetera. Du coup, ça sortirait de Pandora, il y aura un un revirement de situation, des personnages qui vont peut-être mourir. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont mm, peut-être une bataille entre la planète Terre et Pandora. Enfin, je sais pas, c'est intriguant. mm, Et après, il y a des bandes dessinées que j'ai pas lues, mais qui apparemment sont des passages qui sont entre le 1 et le 2. Et tu vois des batailles avec Jack Sully dans l'espace, où ils sont habillés en cosmonautes et tout. Et c'est un truc officiel, approuvé par James Cameron, etc. En gros, lui, il écrit tout un tas de choses pour son mm. univers. Il y a des choses qu'il met pas dans les films. Et du coup, tout ça, tu vois, Ouais, c'est très intriguant, tu vois. après, ça me fait peut-être penser à Asimov aussi et tout son cycle des robots où il écrivait énormément de choses autour de l'univers des robots et parfois c'était pas, comment dirais-je, dans une,
ancré dans une histoire avec une ligne directrice, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais C'est peut-être plein de petites idées jetées ça et là, et après, à un moment donné, il va avoir l'idée qui va faire que ça va entraîner le film. ouais, mais ça montre que potentiellement il a des idées très ambitieuses pour la suite. C'est pour ça que pour l'instant, c'est une saga en construction. Personne n'est au courant de ce que ça va être. On Hmm, peut pas savoir si ça va partir dans du space opéra, presque, dans un truc hmm. plus grand que ce que c'est Bah, déjà, quoi. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du suspense et on ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. Alors, on m'avait spoilé le fait que ça se passait sur l'eau, enfin, en tout cas, autour de l'eau, mais moi, je m'attendais pas forcément à ça après avoir vu le premier, et je ne sais pas à quoi m'attendre en voyant le Ah bah, troisième, le et c'est 3, je ça sais qui que j'ai est. plus d'images en tête. Je suis content de cacher mes yeux à chaque fois qu'il y a une bande-annonce, parce que là, vraiment, il y a rien qui me vient en tête, donc Mm, je suis content de voir que ça peut partir dans plein de directions, quoi. À Et part donc, la méchante ouais, protagoniste qui, elle, a l'air vraiment très intrigante, quoi. ouais. Et donc, Quaritch? Quaritch, bah, du coup, il refait un peu son Terminator avec ce changement de point de vue. Dans Terminator 1, du coup, Hmm, Schwarzenegger il est méchant. est l'antagoniste, et dans le deuxième, c'est le protagoniste, mais pendant une bonne partie du film, on a le mystère, on pense que c'est encore l'antagoniste. Et là, c'est pas que l'antagoniste change, mais c'est le fait qu'il devient un avis et qu'il ait survécu. Beaucoup de gens n'aiment pas d'ailleurs, il y a eu beaucoup de retours pour dire ah bah génial, le méchant, il fait juste revenir le méchant du premier. Mais justement, je trouve que c'est un enjeu beaucoup plus fort et beaucoup plus compliqué, quoi, de se dire ah bah, Bah, plutôt que de vous alors, mettre un nouveau méchant, je vais vous ressortir celui ouais. qu'il y avait déjà Alors, et on va le développer. sachant que c'est pas vraiment le méchant qui revient parce qu'il Ouais, est mais mort. c'est quand même ses souvenirs, C'est les souvenirs qui ont ouais, été ancrés oui, dans un mais avis qui, du coup, a finalement sa propre bah, psychologie. tu vois, mais même ça, je trouve que tu vois, même ça, c'est moins limpide que ce que ça pourrait être, tu vois, genre, Hmm. pourquoi c'est pas directement Quaritch Bah, parce qu'il est oui, mais mort. il est mort, mais je veux dire, parce que du coup, c'est son fils, mais c'est pas son fils pour Spider, tu vois, Oui, tu te pour dis, Spider, qui bon, s'appelle en fait Miles. ouais, Miles Junior, j'imagine, mais, Ah, c'est Miles, bah, c'est parce que le Miles prénom? Quaritch, Ah, donc, moi, j'avais Miles Senior, pas. Miles Junior, j'imagine. Ah, j'avais même Euh, pas calculé. donc, mais bon, on imagine que Quaritch, voilà, du coup, Oui, après, il l'a eu pendant les affrontements du 1. Et... ouais, je peux comprendre qu'on n'adhère pas. Après, moi, j'ai acheté. Non, mais J'ai maintenant, ça tout va être acheté intéressant. dans le film. Ça va être Et intéressant de voir dans le 2 qui va dans sans le doute 3. dans le 3, pardon, qui va sans doute s'allier à la méchante Navi. Euh, je pense que ça va être Ah, ça. je Et sais pas. mais d'après le peu que j'avais vu de la bande-annonce, en tout cas, ça laissait présager qu'il allait l'avoir. Donc, Tu à me mon avis, ça. spoil. Mais toi, tu les as regardées, les bandes-annonces? Moi, j'ai pas compris parce que j'avais Bon, pas bah, vu j'en le sais 2. rien. Ah oui, c'est vrai. T'avais Et dû te j'essayais demander de c'est qui fermer tous ces les yeux. personnages. J'entendais juste Spider. Je me suis dit, mais qui c'est Non, Spider? mais Et là, maintenant, je sais qui j'en sais c'est. rien. Mais. Mais non, mais sinon, moi, bon, franchement, j'aime bien le personnage Quaritch en avis, et on sent Oui, qu'il est tiraillé. c'est Mais c'est ça. vrai que ce côté souvenir, je sais pas si c'est pas aussi facile de se mettre à sa place, de se dire, c'est pas parce que t'as des souvenirs que, que le personnage dont tu es inspiré a eu un fils, que du coup, tu vas avoir ça émotionnellement en Hmm, toi. Mais bon, ils ont pris ce parti pris où ouais. il y a une sorte de figure paternelle et un fils qui finalement, on sent qu'il veut l'aider, enfin qu'il le sauve du coup à la fin, parce qu'au fond, il sait qu'il est pas, que à la base il est humain, et que Ouais, du coup alors, il est un peu rejeté par le personnage de Zoé Saldana, ouais, Neytiri, qui d'ailleurs justement montre une certaine nuance, parce qu'on voit qu'elle pourrait massacrer c'est ça. n'importe quel Spider. Ouais, c'est humain. ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième, justement, tous les personnages sont gris, ni noir ni blanc. Ni complètement noir, ni complètement blanc. Bon, hormis certains personnages comme Tilly, que je trouve Ouais. encore extraordinaire, mais ils ont tous voilà, une palette d'émotions, ils ont des défauts, et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Après, Quaritch, je l'aime pas spécialement, mais j'aime bien qu'il soit pas que méchant. C'est-à-dire qu'il ait un côté dans lequel finalement on peut malgré tout un petit peu s'identifier au travers de son fils qu'il n'a pas Qui n'est pas connu. son fils. Si, c'est son fils. Oui, mais voilà, Oui, tu vois, mais parce que c'est un. c'est ça Non, qui mais est. dans ses souvenirs. Oui, oui. Et alors, j'ai pas particulièrement aimé Spider, je suis pas fan de l'acteur, mais j'ai trouvé intéressant à la fin qu'il soit tiraillé et finalement qu'il sauve son père, qui n'est au final pas son père Je biologique. crois que c'est le côté un peu Voilà. Tarzan qui fait que les gens Ah oui, l'apprécient pas trop. Il y a un ouais, côté un peu kitsch en fait ouais, avec ce un petit personnage. peu Il y a un kitsch, côté un ouais, peu New Age effectivement. avec ses dreads. Mais ouais, un C'est peu, un peu. à voir dans le Mais deuxième, malgré mais tout, dans l'ensemble, je trouve que les petits défauts,
ils sont tellement compensés par la générosité, le visuel. Enfin, il y a des moments incroyables et je trouve que dans l'eau, ça accentue encore le côté sublime des images, de la mise en scène. Enfin, il y a des passages où Tilly, euh, enfin, à la fin, là, où tout est lumineux. Enfin, Et tu l'as pas vu c'est en magnifique. HFR 3D. Non, Et là, tu vas voir en IMAX 3D HFR. voilà. Alors, HFR, c'est Et... haute fréquence. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais en gros, du coup, les films, la majorité des films, bah, pour pas dire l'écrasante majorité des films, sont tous filmés en 24 images secondes. Mhm. Donc, c'est un certain rythme. Et il y a certains films qui ont fait des essais de filmer en 48 images secondes, 60 images Donc, beaucoup secondes. plus d'images par Et en seconde. gros, si tu veux, il y a une sorte de fluidité qui fait que c'est un peu, tu sais, quand tu regardes les télés dans les magasins, tu sais, où tout a l'air trop fluide, t'as Mhm. jamais remarqué? Non? En gros, ça crée plus de réel parce qu'en fait, nous, on voit pas la vie en 24 images secondes. Ouais, Enfin, du coup, quand on bouge, etc., c'est beaucoup plus fluide que ouais. dans un film, c'est fait d'une certaine manière, c'est l'héritage du cinéma par rapport aux pellicules, etc. Et donc, du coup, dans le film, tu avais des images qui étaient en HFR, donc c'était ultra fluide, par exemple quand ils sont sous l'eau, etc. Ouais. Et pas en HFR en dehors. Et donc, des Ah! fois, ça sublimait les Ah moments, oui! mais il y avait quand même des inconvénients, c'est que des fois, ils le mettaient sans raison à des endroits où c'était pas sous l'eau, et il passait de 24 images secondes à 60 images secondes Dans le film? dans le film, et Et des ça, toi, tu fois, l'as vu? et il y a des gens qui le remarquent pas, des spectateurs qui ont vu le film et ça les a pas choqués, et il y a plusieurs spectateurs, dont moi du coup, où on voit comme une saccade, comme dans les jeux vidéo, c'est très courant, parce que dans les jeux vidéo, on vise Mhm. des images par seconde, donc dans Mhm. l'idéal 60 images par seconde, et des fois quand il y a trop de choses à afficher dans un jeu, parce qu'il y a trop de textures, trop de personnages, il y a des chutes de framerate, c'est quand du coup ça tombe et d'un coup on Mhm. voit que ça saccade, c'est comme si ça ramait ou un truc comme ça. Mhm. Et dans le film, il y avait des moments où je voyais comme des petits ralentis, Ah et oui? c'était très étrange. Et en fait, ça gâchait un peu le truc. Donc, Et en fait, il a pas fait le film entièrement HFR, et je sais pas mhm. pourquoi il devrait faire ça plutôt pour. Comme ça a été fait pour Gemini Man de Ang Lee, c'est un film avec Will Smith, c'est un Mhm. film d'action qui a aucun intérêt pour son scénario, mais qui par contre visuellement est en 120 images par seconde, je crois. 120? Ouais, et tu regardes le film, il faudrait que je te le mette en Blu-ray pour te montrer, Ouais. et on dirait de la 3D, mais t'as pas de lunettes 3D, parce que Ah c'est ouais? tellement fluide en fait, que ça a une hyper réalité, et c'est très impressionnant. Mhm. Et ils ont fait ça pour le Hobbit, la trilogie du Hobbit, Mhm. avec 48 images par seconde. 120 à vérifier pour Gemini Man, mais il me semble que c'était ça. Et pareil pour un autre de ses films précédents. Et en fait, le public est pas prêt pour ça. En fait, ils aiment pas ça, ils rejettent ça. Et en fait, il y a Avatar 2 qui n'a pas eu trop de remontrances par rapport à ça, mais ils n'arrivent pas à l'intégrer dans le cinéma grand public. Et James Cameron, il pousse un peu pour essayer d'amener à ça. Parce qu'en fait, c'est le 24 images par seconde, c'est une contrainte à la base à cause des pellicules. En fait, rien Mhm. ne justifie qu'on regarde nos films en 24 images par seconde. C'est Mhm. devenu notre héritage et une sorte de norme, mais techniquement, ça aurait plus de sens de regarder des trucs plus fluides en 60 images par seconde Mhm. ou plus. Mais les gens, ils ont l'impression que d'un coup, ça fait télévisuel, télénovela. Je crois que c'est le terme, c'est le telenovela effect. C'est genre, c'est trop fluide. C'est comme D'accord. la télé quand Et ben, je tu vais regardes des matchs de foot ou des trucs comme ça, où il y a pas de 24 images secondes, c'est très fluide. Et donc voilà, bah, tu verras, tu découvriras un le truc. 17 décembre, donc vous Voilà. l'aurez compris, nous avons hâte. Ah oui, ouais. Ça- J'espère que ouais, ce sera pas une déception, les attentes sont grandes. Sont Faut fortes. plus avoir d'attentes parce qu'à chaque fois qu'il y a des attentes, souvent on est déçus. Dernièrement, en tout cas, il y a beaucoup de films qui nous ont. Ceux qui nous ont le moins déçus, c'est ceux qu'on n'attendait pas spécialement finalement. Je crois qu'on touche à la fin de cet épisode. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Bah, moi aussi. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment aussi avec nous. Donc on se retrouve très prochainement pour Avatar 3. Bah oui, de feu et de cendre, sorti le 17 décembre. Et on se retrouve également pour plein d'autres épisodes à venir pour parler des films que nous aurons vus et vous partager nos coups de cœur. Donc belle écoute et à très vite. Bye bye.